Nous allons vous présenter le cas d'un patient de 72 ans qui est suivi pour un cancer du poumon et qui a eu dans le cadre de la surveillance de sa maladie un TEP scanner qui retrouvait une fixation rectale et sigmoïdienne. La coloscopie, bien préparée, retrouvait un polype du côlon droit retiré à l'anse froide, un polype pédiculé du côlon sigmoïde retiré par mucosectomie et une LST rectale pour laquelle une résection est demandée. Les objectifs pédagogiques sont de 1. Connaître l'installation du patient pour une intervention longue, de 2. Savoir caractériser une LST, et de 3. Décrire la résection d'une LST du rectum. Les opérateurs sont le docteur Thibaut Degan et le docteur Camille Bazin, et les infirmières sont Mélanie Rouillet et Christine Clépac. Donc, je vais vous présenter le matériel qu'on utilise pour une dissection sous-muqueuse. Donc, il faut qu'on ait à portée de main une seringue prête avec de l'adrénaline, voilà, une pince chaude. Nous avons aussi des clips, du bleu pour la préparation, donc du fructose. Et nous avons aussi un système de traction avec des élastiques. Donc il existe différentes sortes d'élastiques. Nous utilisons les dauphins, mais voilà, il y en a 3 autres sortes différentes aussi. Donc le système de traction, donc il y a une technique pour le préparer, pour faire un spider comme une araignée. Donc, vous voyez. Donc on prend plusieurs élastiques qu'on va mettre à chaque angle. Du coup, ça vous fait un élastique central avec 4 élastiques pour faire les tractions à chaque bout qu'on va accrocher avec des clips. On est au bloc avec Mélanie, Christine, Camille et le docteur Rondan en anesthésie. Donc on va essayer de vous montrer cette lésion du moyen rectum qui est actuellement sous l'eau. Donc il va probablement falloir qu'on déplace le patient pour mieux voir les choses. Donc là tu travailles avec quel endoscope Thibaut pour cette dissection? Donc là on est avec un gastroscope Olympus 190. Ce qu'on va faire c'est que les dissections c'est des interventions qui parfois peuvent être un peu longues, qui nécessitent qu'on fasse très attention au positionnement du patient. Et donc pendant qu'on nettoie et qu'on se retrouve dans une meilleure position pour vous montrer le polype, on va vous montrer un diaporama sur l'installation du patient pour les interventions longues et on vous retrouve après. Donc l'installation du patient pour une intervention longue est une question qu'on se pose de plus en plus devant des interventions qui sont de plus en plus prolongées en endoscopie, avec une incidence des lésions secondaires à la pression qui peut atteindre 66%. Une intervention de plus de 2 heures va augmenter le risque de 50% d'avoir des complications liées à la pression. C'est donc nécessaire d'avoir une réflexion d'équipe sur l'installation du patient au début de l'intervention. Les objectifs de cette installation, ça va être de protéger le patient, d'avoir un accès facile au tube digestif, d'avoir un accès facile aux perfusions pour l'anesthésiste, de permettre une ventilation et une circulation adéquates et d'être adaptable au changement de position. Ce qu'on souhaite prévenir, c'est les lésions neurologiques qui ont une incidence assez faible, environ 0,04%, qui vont toucher principalement le nerf ulnaire, le nerf fibulaire commun et le plexus brachial. Les mécanismes principaux sont la compression, l'élongation, l'hypotension avec notamment une pression artérielle moyenne inférieure à 55 mm de mercure pendant plus de 5 minutes et une inflammation systémique. Les lésions qu'on va observer sont classées de la façon suivante avec la neuropraxie qui est une atteinte myélinique qui va en général récupérer en 1 à 6 semaines et ensuite des atteintes axonales avec l'axonomésis et la neuromésis avec une récupération partielle voire l'absence de récupération. La prévention est assez simple avec des positions adéquates, éviter les compressions et le maintien d'une pression artérielle moyenne supérieure à 80 mm de mercure. Voici des exemples de positions qu'il faut éviter. Pour le plexus brachial, éviter d'avoir le bras en abduction et la tête tournée de l'autre côté en flexion afin d'éviter l'élongation du plexus brachial. Pour le nerf ulnaire, éviter d'exposer la gouttière du nerf ulnaire et pour ça faire reposer l'olecrane contre le plan dur, c'est-à-dire mettre le patient en supination. Les lésions cutanées sont les autres lésions qu'on souhaite prévenir avec des causes qui sont locales, compression, force de cisaillement, générale, hypotension ou hypothermie et des causes liées au terrain, l'obésité et la dénutrition.
Le risque de survenue de ces lésions triple pour des durées d'intervention supérieures à 4 heures. La prévention de ces lésions, c'est une limitation et la répartition des pressions, le repositionnement du patient si nécessaire, l'utilisation de protection, la lutte contre l'hypotension et la lutte contre l'hypothermie. Enfin, les lésions qu'on souhaite également prévenir sont les lésions oculaires, avec une incidence très faible, 0,05% à 0,20%, mais un risque de séquelles définitives dans 16% des cas. Les facteurs de risque sont le décubitus latéral, le décubitus ventral, une perte sanguine de plus d'1 litre, et une intervention de plus d'1 heure. La prévention, c'est l'occlusion palpébrale, le contrôle fréquent de la position du patient et l'utilisation de tétières. Voici les exemples de décubitus dorsal qu'on réalise dans le service avec toute une armoire de gel à notre disposition qui sont positionnés pour les interventions longues par les aides-soignantes sous le drap du malade avec des talonnières qui suivent le patient au changement de position. En décubitus latéral, on positionne un bio sous le bras afin d'éviter les compressions du plexus brachial. En décubitus ventral, un bras le long du corps et le bras du côté de la tête est fléchi. En conclusion, c'est des gestes simples qui vont permettre des préventions éventuellement graves. Il faut donc prendre un temps avant l'intervention pour déterminer l'installation adéquate. C'est un travail d'équipe et qui nécessite une surveillance constante en péropératoire. Voilà, donc on revient au bloc après cette petite présentation sur l'installation du patient. On en a profité pour tourner le malade puisque la lésion était sur le bord latéral droit du rectum, et donc on a tourné le patient en décubitus latéral gauche pour bénéficier de la déclivité pendant la dissection, permettre le lavage et être dans une meilleure position en cas de saignement. Donc comment tu caractériserais cette lésion? Alors, la lésion, on la caractérise toujours un peu de la même manière, en suivant les mêmes étapes. D'abord, on va regarder le côté macroscopique de la lésion. Donc là, quand on regarde un petit peu de loin cette lésion, peut-être si je la mets à 6 heures, on sera un peu mieux. On voit, finalement c'est plus joli comme ça, on voit une LST granulaire, qui n'est pas tout à fait homogène, avec un nodule un petit peu plus volumineux ici, presque 1 cm. Vous voyez, le capuchon fait à peu près la taille du capuchon, donc un macronodule ici, un autre dans ce coin-là. Et donc on a une LST granulaire non homogène avec un macronodule. Sa largeur, on peut l'évaluer un petit peu avec la taille du capuchon. Elle va faire à peu près 35 mm sur 30-40 mm. Voilà. Donc là, cette lésion, du fait du caractère non homogène dans la classification de Connect, elle serait déjà classée 2C de Connect sur le caractère macroscopique. Ensuite, on va regarder sa couleur, et quand on se met en NBI, on voit qu'il s'agit, alors il y a un petit peu de saignement, on voit qu'il s'agit d'une lésion qui est plus foncée que, je vais améliorer un peu l'image, voilà. On voit qu'il s'agit d'une lésion qui est plus foncée que la muqueuse adjacente, c'est plus évident sur cette image-là. Et donc on est bien dans une lésion d'allure adénomateuse, ce dont on n'avait pas trop de doute. Voilà, ensuite on va s'attacher au relief vasculaire, et donc on va regarder aux différents endroits du polype le relief vasculaire. On peut éventuellement mettre le near focus pour le voir de plus près, céder de l'eau pour avoir des images plus nettes. Donc là vous voyez à la fois des vaisseaux réguliers qui suivent les cryptes. Voilà. On va regarder un petit peu aux différents endroits. On prend le temps de cette caractérisation pour être sûr de ne pas se lancer dans une dissection sans raison. Voilà, donc là on a toujours des glandes assez régulières. Ici il y a un peu de mucus. Voilà, sur cette zone-là, on voit qu'il y a un changement de pit pattern avec une irrégularité vasculaire qui sera peut-être plutôt en faveur d'un Sano 3A. On voit qu'il y a encore des vaisseaux qui sont malgré tout un petit peu
irréguliers. Pareil pour les glandes. Donc là, concernant les vaisseaux, on va plutôt également se classer Connect 2C. On va ensuite regarder les cryptes un petit peu partout. Et si on reste sur cette image, on voit que on a des glandes branchées, arrondies, au centre de l'écran, donc plutôt Cudo 4. Et puis sur l'image centrale, un peu plus lisse, on dirait, on a des glandes toujours présentes, mais un petit peu plus irrégulières, des vaisseaux irréguliers, bien que toujours présents. Donc on classerait plutôt 5i. Donc concernant les cryptes, on va aussi se positionner 2C de la classification de Connect. Et donc si on fait un petit peu le bilan, parce que l'intérêt de la classification de Connect, ça va être de déterminer la stratégie thérapeutique. On va s'orienter vers une résection monobloc. Et donc comme on n'a pas de contre-indication à la résection endoscopique, on va réaliser une dissection sous muqueuse. Thibaut, toi tu travailles avec les pédales à droite de ton pied droit, donc ça c'est chaque opérateur s'installe de la manière dont il est le plus confortable. Donc toi c'est les pédales du bistouri, ensuite à droite la pédale d'injection du couteau, et ensuite à l'extrême droite la pédale du rinçage là pour, du rinçage pour l'endoscope. Exactement, donc c'est essentiel d'avoir toujours ces habitudes qui soient pas modifiées, notamment en dissection, mais je pense que c'est vrai aussi dans les mucosectomies difficiles, de mettre toujours les pédales dans le même sens pour ne pas avoir à regarder ses pieds durant l'intervention. Et on fait le marquage en force coagulation. Voilà, alors le marquage n'est pas forcément utile sur des lésions qu'on voit bien dans le côlon. Quand il y a un doute sur des marges qu'on a du mal à voir afin de garder toujours sa cible, je pense que c'est bien de continuer à le faire. Puis aujourd'hui, à visée pédagogique, on va refaire toutes les étapes de la dissection et donc réaliser ce marquage. Donc là, tu fais des points pas trop éloignés pour pouvoir bien les suivre quand on fera le contour de la lésion, on le verra tout à l'heure. Ouais, alors en effet, une des choses qu'on avait remarqué en débutant la dissection, c'est qu'une fois qu'on est très près, quand on a parfois du mal à repérer le deuxième point, donc c'est intéressant de faire des points qui ne dépassent pas la largeur du capuchon, mais une fois que la muqueuse est injectée. Donc il faut les faire assez rapprochés pour, notamment quand on se fait son expérience, pour ne pas avoir à chercher ces points au cours de la résection. Voilà, donc on a rejoint nos différents points, on a notre marquage et on va débuter. Donc là, tu vas utiliser une aiguille pour injecter. Donc comme l'a dit Mélanie tout à l'heure, la solution qu'on utilise, c'est un mélange de fructose et glycérine avec très peu de bleu. Donc c'est une habitude que tu as pris de mettre moins de bleu, hein, c'est bien ça. On s'est rendu compte qu'initialement on avait un bleu qui était un peu foncé et finalement en éclaircissant le bleu pour avoir une couleur un peu bleu lagune, là, ça permet de voir un peu mieux au travers de la sous-muqueuse et d'identifier un petit peu mieux le muscle et les vaisseaux. Donc finalement, le plus clair est le bleu, mieux c'est. Alors, on va discuter peut-être un petit peu stratégie sur cette lésion. Donc on a une lésion qui prend une hémicirconférence, un peu moins de l'hémicirconférence, qu'on arrive à voir en totalité. On a maintenant différentes possibilités, soit d'utiliser des systèmes de traction, soit de faire un tunnel. Personnellement, je trouve que les systèmes de traction nous aident à la fois pour la coagulation, pour l'accès au plan, et donc j'utilise beaucoup ça. Là, probablement, on va faire une traction avec le système Spider, qu'on vous a montré comment on en prépare toujours un en début d'intervention au cas où ça nous sera nécessaire. Et effectivement, ça va nous permettre de mettre un clip avec élastique ici, un autre à chaque pôle de la lésion. Et comme ça, petit à petit, on va pouvoir avancer en bénéficiant de la traction de la sous-muqueuse. Donc on va commencer par injecter. Alors malheureusement, je ne suis pas très bien à 6 heures
je suis moins stable, donc peut-être qu'il va être nécessaire de travailler comme ça avec l'endoscope plutôt à midi, mais on s'adaptera au fur et à mesure. Alors sort, injecte. Voilà, on injecte toujours doucement au départ, vas-y fort, pour s'assurer qu'on ne fasse pas d'hématome. Donc là on a bien vu qu'on est tout de suite dans le bon plan, avec une sous-muqueuse qui s'injecte bien. Voilà, une fois qu'on est sûr qu'on n'a pas d'hématome, l'infirmière peut injecter plus fort. Voilà, rentre. Voilà, donc on injecte de proche en proche. Voilà, en reprenant bien la cloque pour éviter un peu l'effet livre. Sort, injecte, doucement. Voilà, bien fort. Voilà, vous voyez que sous l'effet de la pression, tout de suite ça s'injecte plus vite. Rentre, sort. Et donc de proche en proche, on va faire comme ça le tour de notre lésion. Injecte. Voilà, donc maintenant on va passer à l'incision. Donc l'incision, tu fais une incision circonférentielle de ta lésion parce que tu as choisi l'option de mettre les clips de traction, hein, comme tu disais tout à l'heure. Donc on va passer en mode dissection où on va faire l'incision en endocut I, effet 2, éventuellement suivi d'un trimming si l'incision n'est pas assez profonde. Voilà, donc on va sortir le couteau. Voilà, donc le couteau est bien sorti, le pied est prêt sur la pédale. Et on y va. Donc là on travaille près, donc comme on disait tout à l'heure, l'intérêt en tout cas d'avoir les points rapprochés, c'est bien ça, hein, c'est de pouvoir les suivre d'un bout de capuchon à l'autre, de pouvoir bien rester dans son sillon sans être obligé de reculer. Voilà, donc là on voit je suis un petit peu gêné, j'ai pas un trimming qui est bon, donc je vais repasser tout de suite pour essayer d'être directement dans le plan qui m'intéresse. Voilà, ça c'est un peu mieux, sauf ici, là, on voit. Voilà, alors dans cette position où je suis pas à 6 heures, on est toujours un peu face au muscle. Donc c'est pour ça que j'ose un peu moins appuyer. Après, on est dans une lésion du rectum, donc on a un petit peu moins de risque. Ouais, donc là, tu repasses en section, en endocut. Tu reprends ton sillon. Donc c'est important de ne pas faire de pont, hein, donc de toujours vérifier que le sillon est homogène, avec un mouvement qui est le plus homogène possible, à adapter en fonction des difficultés de positionnement, hein, forcément. Ah. Là j'ai l'impression que mon capuchon a bougé, donc tu vas me donner la pince, on va le sortir. Ferme, tiens fort. Hop, voilà. Voilà. Le capuchon est récupéré. On va ressécher bien le bout de l'endoscope. On en profite, on renettoie bien. Voilà. Hop. Bien sécher aussi le capuchon pour que ça accroche le mieux possible. Voilà, on se remet le capuchon avec notre petit orifice là-bas. Voilà. Ça permet de montrer l'étape de la pose du capuchon qu'on n'avait pas vue. Donc, voilà, on voit que tu es à la bonne profondeur. Hein. Oui, il faut faire attention sur cette zone-là parce qu'on arrive en fait en haut du pli. Donc c'est là où il ne faut pas non plus trop, surtout dans cette localisation, dans cette position à midi, là, comme on le disait tout à l'heure, où on est toujours face au muscle. Et j'ai malheureusement pas assez de béquillage pour me mettre à 6 heures. Voilà, donc quand on voit pas, on patiente. On essaye d'avoir toujours une visibilité suffisante pour travailler précisément.
on a vraiment une glaire qui nous gêne. Vous voyez, c'est la petite zone d'éclive. On savait qu'on serait un petit peu plus embêté de ce côté-là par tout ça. On va l'aspirer parce que ça me... Donc là, tu prends un petit peu de recul pour voir... Pour avoir un petit peu ma cible, voilà, pour... comment tes points partent. Voilà, pas hésiter à toujours se remettre en perspective. Alors, il faut essayer d'avoir un mouvement qui soit jamais en reculant, parce qu'en écrasant avec le capuchon, c'est à ce moment-là qu'on est le plus souvent face à la musculaire. Donc je préférais ce mouvement-là pour aller récupérer mon sillon, même si je le perds par étape, mais de temps en temps, même si... tu es plus en sécurité. Voilà, on préfère avoir des mouvements homogènes d'habitude, mais au moins, quand mon couteau sort, il sort dans la lumière sans risquer d'aller faire une perforation. Voilà. Là, on a notre tour qui est fait. Alors, quand on est avec un gastroscope classique, le système Spider ne passe pas dans le canal opérateur avec les 4 élastiques. Donc, comme on est au niveau du rectum, on va sortir et passer le clip dans le canal opérateur. Voilà, chaque fois qu'on sort, les infirmières ont l'habitude de renettoyer un petit peu le bout du couteau pour qu'on travaille systématiquement avec un endoscope et un couteau propre. Voilà, donc on a notre système Spider que vous a montré Mélanie tout à l'heure. On va attraper un élastique périphérique. Voilà, ferme. Et puis ramener un petit peu. Donc on n'attrape pas l'élastique central qui est celui qu'on va mettre... on peut avoir la lumière, Christine, s'il te Voilà, plaît. on va se rallumer la lumière qui est celui qu'on va mettre sur la muqueuse opposée. Merci. Voilà, donc on perd un petit peu de visibilité quand on a tous ces élastiques, mais au final c'est d'une aide à la fois pour la vision et la coagulation, puisque ça étire les vaisseaux. Alors, hop, donc là tu poses ton premier. Donc on va essayer de bien positionner le premier à l'endroit qu'on avait décidé. Vas-y, ouvre. Donc là tu utilises quel clip là pour fixer tes élastiques? Alors attends, une seconde, on va... Vas-y, clip. Bon. Voilà, donc on tire un petit peu pour s'assurer qu'on est... qu'on n'a pas pris de muscle. Voilà. Et on utilise là des clips Boston de 13 mm. Voilà. Donc là, on va ensuite aller poser notre deuxième élastique sur le côté. Et en fait, je vais d'emblée peut-être préférer plutôt le côté d'éclive qui est celui qui va me gêner le plus et sous lequel j'ai un macronodule pour aller faire ça. Vous voyez, on repère les élastiques périphériques parce qu'ils ont une petite boucle qui les accroche à l'élastique central. Voilà, et donc on va aller attraper le suivant. Ouvre. Hop. Voilà, ferme. Vas-y, ouvre. Alors, là, on est un peu gêné. Donc une des petites difficultés, c'est de ne pas perdre l'élastique, forcément, avec le... Voilà, puis je suis dans le clip ouvert. Voilà, donc on change l'orientation du clip à la demande, depuis la poignée du canal opérateur. Voilà, hop, ferme doucement. Alors, je suis un peu gêné par le clip qui est là, mais pour faire mon contrôle, mais a priori c'est bon, vas-y, clip. Voilà.
Voilà, donc j'ai mes 2 premiers élastiques qui sont mis. Ce qu'on va faire, on va se garder les 2 autres pour plus tard et on va commencer à étirer là. Donc là, on va prendre l'élastique central et venir le positionner en face. On va réaspirer un petit peu pour avoir une queue un petit peu plus détendue. Et si nécessaire, on ira mettre nos 2 autres élastiques de ce côté-là. Voilà, donc on n'est pas obligé de les mettre tout de suite en place. Hein. Ça peut la stratégie qui évolue en fonction de la dissection. Donc tu fixes pas forcément tous tes élastiques d'emblée. Surtout sur les lésions un petit peu larges. Vas-y, ouvre. Ferme. Voilà, donc là c'est l'élastique central qui vient lui se... Voilà, donc on va aspirer un petit peu. Sur la paroi en face, quoi, en contrôle latéral. Ouvre, ferme, clip et largue. Voilà, et donc là, on voit déjà qu'on a un petit abord de la sous-muqueuse qui est nettement facilité, et au fur et à mesure de l'insufflation qui va tendre l'élastique. Donc on va aller assez vite parce que ça tire assez fort. Je ne vais pas trop insuffler pour commencer. Et donc on va commencer la dissection de proche en proche. Voilà, on va sortir en swift coagulation. Voilà, effet 4. Donc on a des vaisseaux, à ce moment-là on appuie un petit peu plus sur la pédale. On regarde s'ils blanchissent avant quand on s'approche. Bon, et si ton vaisseau blanchit pas, alors comment tu le coagules? Alors, soit on arrive à le coaguler directement à la pince, comme ici d'ailleurs, en restant un petit peu plus appuyé. Soit si besoin, on va utiliser la pince chaude autant que possible en préventif afin d'éviter un saignement, mais parfois c'est nécessaire. Voilà, celui-là se laisse pas faire. Voilà, on a un vaisseau qui est un petit peu plus gros déjà. Donc là, tu réinjectes un petit peu. Voilà, donc avec la traction et la coagulation, on arrive à coaguler des vaisseaux qui peuvent être assez gros. Surtout s'il s'agit des veines. Voilà, donc vous voyez qu'au fur et à mesure de l'insufflation, on a l'étirement de la sous-muqueuse qui apparaît. On va essayer de trouver le plan du muscle assez vite. Là, on est un petit peu encore trop superficiel. Donc là, tu fais en sorte d'être le maximum symétrique dans ta dissection. Voilà, alors ce qu'on va vouloir dans cette technique de traction, c'est vraiment essayer d'aller d'un bord à l'autre. Alors j'ai commencé là où j'étais le plus en sécurité sous la traction du clip, mais très vite il faut aller récupérer les bords. Voilà. Donc vraiment de s'efforcer d'être symétrique et de repartir du point de base et d'avoir un mouvement plus homogène possible. D'aller d'un bout à l'autre, et chaque fois qu'on voit pas bien, hop, on relave un peu. On a l'impression qu'on va avoir une lésion assez vascularisée. Voilà, donc on peut voir de loin l'effet de la traction à ces deux endroits, et donc très intéressant. Hein. Donc là, quand tu as un vaisseau comme ça, un petit peu plus gros, que tu penses coaguler à la pince chaude, donc ta stratégie, c'est de l'isoler au maximum, enfin de le dégager au maximum, on pourrait dire, là, comme on a vu que tu faisais, avec la pointe de ton couteau, pour avoir meilleure préhension par la pince. Voilà, hein. Et puis, peut-être qu'on va avoir la chance, si ça blanchit,
J'ai pas trop l'impression. On est un petit peu sous l'eau, donc quand la déclivité est pas bonne, j'aime bien coaguler en préventif. Voilà, donc du coup on est un petit peu déséquilibré parce que j'ai plus disséqué de ce côté-là où j'ai la déclivité pour moi. Vous voyez que finalement on n'a pas mis de clip de ce côté-là, mais le polype tombe plutôt bien. Voilà, on a toujours cette petite zone qui saigne là sur les frottements du capuchon à 6 heures. Peut-être qu'il faudra qu'on s'en recharge, mais on va maintenant aller tracter de ce côté-là. Allez, on va prendre la pince chaude. Il faut qu'on avance partout. Là, j'ai peur que le clip lâche. Ferme. Voilà, on tracte toujours un petit peu. On attend qu'il y ait des bulles. Ou que le vaisseau blanchisse. Ouvre. Ferme. Voilà, ouvre. Ferme. Bon, là, ton vaisseau a bien blanchi, hein, c'est assez parlant. Donc, a priori, ta coagulation a été bonne. Vas-y, sors. Donc là, tu fais un passage en endocut parce que tu as une zone j'ai un trimming qui était un petit peu plus fibreux, une efficacité de mon couteau qui était pas bonne et coaguler trop longtemps, ça diminue la visibilité. Donc là, j'avais un trimming un peu insuffisant de ce côté-là. Donc tu t'autorises à des petits changements en fonction un petit peu de l'aspect que tu as au cours de ta dissection. Et de comment ça répond. Voilà, vous voyez, j'ai du mal simplement en coagulation. On va travailler d'un tout petit peu plus près, voilà. Mais plus près, j'arrive pas, c'est trop près, voilà. Donc on est en train de passer cette zone sous le macronodule où peut-être on a quand même des fibres un tout petit peu trabéculées, peut-être un petit peu fibreuses. C'est ce qui expliquerait que la coagulation fonctionne moins bien et que je suis obligé de passer en endocoupe. Voilà, puis on a une impression qu'il y a des vaisseaux plus importants à ce niveau-là. Il y a un petit pied vasculaire là. Voilà, donc on va essayer de passer en dessous de ce plan de vaisseau. Voilà, vous voyez l'intérêt de passer le plus profondément possible, c'est que finalement on évite la coagulation d'une multitude de vaisseaux qu'on va éloigner, voilà, en suivant plutôt la ligne blanche, voilà, du muscle. Voilà, et on avance tranquillement comme ça, en suivant notre plan.
Voilà, on voit l'intérêt là d'un bleu clair en transparence qui montre les fibres musculaires là qui sont ici. Et de s'assurer que quand on va approcher du pli, on essaye de Ouais, ne là, on pas voit franchir. bien, Vous voyez, on a même une ligne musculaire juste au-dessus de ce que je viens de vous montrer. Donc l'intérêt de la transparence du bleu clair, c'est ça. Ouais, hein, donc vous voyez qu'on avance tranquillement, mais que la traction nous aide. Oui, donc ça c'est le paquet Ce vasculaire que tu as, pareil, hein, identifié, enfin bien isolé, mais qui blanchit pas à l'avancée du couteau. Donc comme le vaisseau précédent, tu décides de le coaguler préventivement à la pince chaude. Voilà, puis qui tracte bien, hein, puisqu'on voit devant le muscle, puis derrière le vaisseau, la traction du muscle qui remonte là. Oui. On a vraiment tous les plans visibles. Ouvre. Voilà, ferme. Voilà, on va attraper le pédicule, Donc là, on voit bien que retirer t'as un la tout petit totalité. peu, Parfait. s'éloigner un peu du muscle comme ça, et coaguler jusqu'à ce qu'on ait les bulles. Ouvre. Voilà, donc là on a vu que ça n'a pas complètement blanchi quand même. Ferme. On va essayer de faire mieux. Voilà, moi ça va même couper. Ouvre. Hop. Ferme. Maintenant on a pris un peu de muscle. Ouvre. Ferme un peu. Voilà, ferme. Ok, parfait. Voilà, ouvre. Ferme. Voilà, et donc là on a la continuité du vaisseau. Voilà, comme ça on va être tranquille. Alors j'ai l'impression que j'ai moins de traction là. Est-ce que... Voilà, T'as un clip la qui a traction a lâché. lâché, mais j'ai encore une bonne traction liée Ouais. au clip central. Donc on va essayer de rester homogène pour l'instant, on va pas repositionner. Si c'est nécessaire, je sais qu'il m'en reste deux. Comme on n'a plus la traction du clip, on va essayer de travailler plus près avec le capuchon. Voilà, et ce qui me gêne un petit peu dans cette traction, c'est que je suis plus avancé sur le côté, donc on va Équilibré reprendre, avec la zone centrale. voilà, hein. pour rebénéficier de... Oui, déjà, D'où ça. l'intérêt de reprendre un petit peu de champ de vision de temps en temps. Pour voir où on en est. J'ai vu qu'il battait plus fort. On va l'isoler. Peut-être un petit Ça a l'air de blanchir blanchiment un quand peu, même mais... périphérique, mais bon. Voilà, ne jouons pas avec le feu. Non. On va Là, il est prendre la pince chaude. bien isolé en plus, tu vas pouvoir bien l'attraper. Ouvre. Ferme. Ouvre. Essayez de l'avoir un peu plus à la base. Ferme, doucement, ouais. Ouvre. Ferme doucement. Ouais, voilà. Voilà, donc c'est important d'être synchro hein, pour... Voilà, il y a un petit battement là. Comme j'ai mon capuchon qui va frotter, ouvre. Permettre de fermer un peu, pas entièrement. Donc là, oui, tu vas faire une petite coagulation sur la base Ferme. du vaisseau. Voilà. Pour pas avoir un saignement, comme tu Ouvre. disais, quand ton capuchon repassera devant. Voilà, donc vous voyez l'apport d'élastique quand même qui a été décrit par l'équipe de Jérémy Jacques au départ, avec des évolutions où on met de plus en plus d'élastique, mais qui a quand même un apport certain en termes de sécurité, de vitesse d'exécution des gestes.
Allez, puis là on va mettre notre élastique là. Donc là tu veux faire quoi? Tu veux remettre un On va élastique ou tu attraper un élastique. récupères l'élastique Alors non, on va pas reprendre l'élastique avec le clip là parce que ça va être un peu casse-pied je pense. Prends un des élastiques qui n'avait pas On va encore prendre servi. voilà, exactement. Ok. Ferme. Voilà, donc on a notre élastique ici qu'on va aller positionner dans la zone déclive. C'est pas Peut-être l'ancrer un petit peu mieux que... Pas un repositionnement facile, hein, parce que tu as déjà une lésion qui est disséquée en partie. Ouais. Vas-y. Ouvre. Vas-y, ferme. Voilà, je pense que je tiens un peu mieux qu'au début. Clip. Largue. Voilà. Ok, donc là on a un petit vaisseau qui saigne. Et comme on est avec cette colonne EVISX 1, on a le système RDI qui annule un peu l'effet de l'hémoglobine. Et donc si on repasse, avec là tout d'un coup on voit moins la zone qui saigne. Ouvre. Voilà, on va attraper le vaisseau tranquillement, ferme. Donc ça c'est un système Voilà. quand même qui nous aide quand il y a des saignements importants, on est noyé sous le sang et Voilà, permet quand même de cibler l'origine du saignement. Voilà, la couleur ambre annule en fait l'effet de l'hémoglobine. Ouvre. Hop. Ferme. Voilà, donc... Et là encore, l'intérêt d'avoir été en déclivité, puisque le saignement, même si ça n'a pas duré très longtemps, a coulé dans cette zone-là. Du deuxième clip, voilà, qui va me permettre de mieux identifier le muscle et de repartir. Voilà, donc vous voyez, de ce côté, ça va devenir beaucoup moins agaçant. Ouais, tout d'un coup, on voit beaucoup mieux. Parce qu'on est arrivé sous ton clip. Sous le clip de traction. On avance quand même, hein. Même s'il en reste un petit peu, voilà. Donc là, le saignement de tout à l'heure perturbe un tout petit peu la lecture du plan. Donc j'ai besoin d'aller chercher ma sortie là-bas. On fait face là à un hématome qui bloque un petit peu le plan, qui empêche un petit peu la lecture ici et ici. Donc soit du saignement qu'on a eu tout à l'heure ou de l'injection périphérique. Et c'est des zones où la coagulation marche pas très très bien, la swift coagulation. Donc on est obligé de passer en endocoupe dans une zone où on voit un petit peu moins le plan. Donc on se réfère aux berges du polype, voilà. Et on va travailler petit à petit à partir de la berge pour essayer de garder au maximum les marges qu'on a déterminées.
Voilà, puisque l'objectif étant d'avoir nos marges. Donc on voit bien notre incision de l'autre côté, et donc je fais exprès de travailler de proche en proche dans cette zone où j'ai un plan, voilà, qui est un peu moins intéressant. Voilà, c'était ça qui a été intéressant de montrer, sinon l'avancée s'est fait dans une sous-muqueuse assez saine, hormis, comme vous l'avez vu, le saignement qu'on a eu, l'hématome qui a suivi et qu'on vient de franchir en endocut. On profite toujours de la traction importante des clips, hein, qui... Donc là, il te reste vraiment juste l'extrémité à gauche, là, à détacher. Voilà, et donc il nous reste frange, cette extrémité voilà, qui a été bien libérée par la pose des clips. Voilà, et qu'on va reprendre pareil, petit à petit. J'ai une petite instabilité là. Voilà, on va continuer tranquillement. L'objectif étant de bien garder la marge. Voilà. Parfait. Donc le polype est tombé. On est à 1h15 de l'incision. Donc on n'est pas trop mal en temps sur une lésion de la taille présentée. Donc là, les prochaines étapes on va nettoyer un peu, on va récupérer le polype assez simplement. C'est encore un avantage des clips en récupérant le clip qui est enchâssé dans la paroi. Donc c'est celui-là, avec une anse de 10, pas trop grande. On va vérifier notre coagulation, mais je vous montrerai la cicatrice une fois que le polype sera sorti. Et on va étaler le polype et montrer la pièce pour envoyer en analyse. Voilà, donc il y a plusieurs clips, ils sont au milieu des élastiques. Voilà, c'est celui-là qu'on veut. Voilà, on va ouvrir doucement. Voilà, la règle habituelle est que l'anse ne s'ouvre pas dans le bon sens, mais on a de la chance. Ferme doucement. Ah, donc là, on voit bien que tu as bien pris le clip. Voilà, et ensuite, il suffit de tracter pour que ça se détache, comme on l'a bien vu là. Et en général, la lésion, quand elle est plane, va suivre. On peut l'attraper par les élastiques. Voilà, en train de sortir. Voilà. Parfait, super. Ouvre. Voilà, donc je vais vous montrer la cicatrice. Pendant ce temps-là, Camille va épingler la lésion pour s'assurer qu'on ait bien les marges. On va réaspirer un petit peu d'eau pour être au propre. Donc on va aspirer. On a une vision qui est un petit peu plus large sans le capuchon. Voilà, a priori des marges saines, il n'y a pas eu de perforation. Il y a notre coin d'hématome qui, je pense, correspondait à un petit saignement de l'injection qu'on a eu au départ. Et le deuxième coin ici. Voilà, donc on va coaguler un petit peu avec la pince chaude pour éviter les saignements secondaires. Voilà, donc simplement en contact. Voilà, donc là on a une pièce qui mesure finalement 80-85 mm de diamètre. On voit bien les marges latérales partout. Donc on va envoyer ça à l'analyse pour qu'on ait le type histologique, les marges latérales et profondes. Et s'il y a un cancer, on va demander à l'anatomopathologiste de nous préciser la différenciation, la présence d'emboles vasculaires ou lymphatiques, de budding et l'invasion en profondeur de l'adénocarcinome mesurée en micromètres si possible. Voilà, donc merci et à bientôt. L'analyse anatomopathologique du polype retrouve un adénome tubulo-vileux avec foyer de dysplasie de haut grade en résection complète.